Donc on fait ça, hein? Oui, oui. Donc avec moi aussi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine pour commenter des faits d'actualité et pour développer des points de déconstruction. Aujourd'hui au programme, nous avons retenu une information nationale, c'est la mobilisation de petits planteurs martiniquais devant le siège du groupement bananier Banamart. Pour la question internationale, nous allons parler de la loi sur l'immigration qui a été adoptée par le Parlement français. Et puis, pour ce qui concerne la déconstruction, nous allons réfléchir ensemble sur le rapport qu'il y a entre l'épanouissement individuel et l'émancipation collective. Donc voilà ce qui va retenir notre attention aujourd'hui. Et nous commençons tout de suite avec la question de la mobilisation des petits planteurs. C'est le lundi 18 décembre qu'une vingtaine d'entre eux s'est réunis devant le siège de Banamart qui se trouve à Bois-Rouge-à-Ducos et ils réclamaient l'étalement de leurs dettes sur l'année 2024. Dans un premier temps, la majorité du conseil d'administration qui est contrôlée par les représentants des grands planteurs de la caste et Béquet, eh bien, a catégoriquement rejeté les revendications. Mais après une rencontre qui a eu lieu le 19 décembre, les petits producteurs ont obtenu une augmentation du versement des soldes de subventions qui leur étaient dus au titre du POSEI. Le POSEI, c'est un fonds européen pour la filière agricole. Donc, ils ont décidé de suspendre le mouvement en insistant sur le fait que des négociations devraient reprendre pendant le mois de janvier. Alors, cette actualité nous appelle à faire des commentaires parce que c'est quand même la première fois où la fracture se manifeste avec autant d'évidence entre les petits producteurs et les grands propriétaires, les grands planteurs de bananes. Jusqu'à présent, cette classe-là, qui n'a absolument pas les mêmes intérêts, était vraiment prise à la gorge par leur dette vis-à-vis des groupements bananiers et peu d'entre eux osaient affronter directement les dirigeants des groupements. Alors là, c'est quand même l'indice que les choses sont en train de bouger. Mais ce qui arrête mon attention, sur quoi je vais m'arrêter d'abord, c'est la réaction de Alexis Gouillet, qui est l'un des porte-parole de la caste. Lui et Emmanuel de Rênal sont ceux qui montent toujours au créneau dès qu'il s'agit de défendre les intérêts de la caste, et en particulier lorsqu'il s'agit de nier le crime d'empoisonnement aux pesticides qu'ils ont commis contre la population martiniquaise. Alors, sa réaction, évidemment, est habituellement arrogante, déniant les responsabilités, mais jusqu'à présent, il instrumentalisait les petits producteurs pour cacher la domination de la caste sur la population exploitée de Martinique. En effet, il disait généralement, les planteurs de bananes sont une famille. Il y a de tout le monde dedans. Des blancs, des béquets, oui d'accord, mais il y a des noirs, il y a des mulâtres, il y a des indiens, et on veut nous diviser, etc. Alors qu'on sait bien qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Mais il instrumentalisait, Alexis Gouillet, cette notion de grande famille, pour pouvoir diviser le peuple contre ceux qui revendiquaient et contre les excès des grands propriétaires et de la caste en général. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce président Gouillet, quand le mouvement commence le 18? Je le cite. « Les producteurs qui sont en opposition avec nous
sont des producteurs qui ne produisent pas grand-chose. Le problème de ces quelques producteurs, et ils ont les mêmes problèmes que tous les autres producteurs de bananes, et qu'ils ne produisent plus rien. On a une majorité de producteurs qui, malgré tout, essaient de produire, et c'est ce qui leur permet d'avoir un peu de recettes. Comment voulez-vous avoir des recettes si vous ne produisez pas? Alors, évidemment, c'était une façon de discréditer les manifestants, et le représentant de ces petits planteurs-là, Louis-Félix Gloyan, a dénoncé cette idée, je le cite, « Pour M. Bouillet, tous ceux qui sont en difficulté, ce sont des gens qui ne travaillent pas, alors que c'est faux. » Il a tout à fait raison, puisque si les petits planteurs produisent de moins en moins, ne peuvent pas développer leur entreprise, c'est bien parce qu'ils sont écrasés, exploités par la caste des grands planteurs. Et chaque fois que ce monsieur veut cacher la responsabilité de la caste, il présente la famille, je parle de Bouillet, les petits planteurs comme une famille, mais quand il s'agit de poser les vrais problèmes de la domination par les grands planteurs, alors là, il révèle sa véritable nature. Soit dit en passant, c'est très intéressant pour le peuple martiniquais qu'enfin des petits planteurs montent au créneau pour défendre leurs propres intérêts. Et c'est l'indice que les choses sont en train d'évoluer. Mais la vérité, c'est que les grands planteurs de la caste et les petits planteurs ne feront jamais partie de la même famille parce que la collusion entre le pouvoir colonial et la caste interdit une communauté d'intérêts. On va expliquer cela d'abord avec l'organisation même des groupements bananiers. Les réglementations européennes et les législations françaises s'organisent pour interdire que les petits planteurs aient des groupements qui leur soient propres, qui soient dissociés. Il y a des conditions de surface, de tonnage, qui font que même si en nombre, les petits planteurs sont largement majoritaires, ils n'ont pas le droit de former un groupement spécifique aux petites entreprises, aux petits exploitants, pour pouvoir accéder aux subventions européennes et aux différentes facilités qui sont liées à cette architecture. Donc, structurellement, ils sont étranglés. Ils ne peuvent pas défendre leurs propres intérêts. Donc, leur famille n'est pas représentée et ils ne font pas partie de la famille de ceux qui tirent profit du système. Deuxième exemple, c'est que ces petits planteurs, ces petits producteurs, ils ne vivent que de leur travail sur leurs petites plantations. Mais les grands planteurs, pour eux, l'intervention dans le secteur bananier n'est qu'un moyen de manger des subventions, de vivre de rente, et ce n'est qu'une petite partie de leur domination économique et des profits qu'ils font, puisqu'ils contrôlent toutes les filières, tous les domaines de l'économie en Martinique. On passe par les banques, les assurances, les ventes d'automobiles, etc. Et la vente des intrants, des pesticides, des engrais qui sont nécessaires à la production bananière. Donc, c'est eux qui importent, qui utilisent dans des conditions tout à fait intéressantes, mais qui le revendent chèrement pour les petits planteurs, d'où l'endettement vis-à-vis des groupements bananiers qu'ils contrôlent. Alors, non seulement il y a structurellement cette filière de pillage, mais je parlais tout à l'heure de collusion entre les grands planteurs et le pouvoir colonial. Je tiens à signaler un exemple que nous avons connu il y a une vingtaine d'années après un cyclone. Alors, honnêtement, personnellement, je ne sais pas comment les choses ont évolué en matière de distribution des finances. Je sais que les dirigeants des groupements bananiers prennent sur le revenu des petits planteurs tout ce qu'ils doivent pour ce qu'ils achètent en matière de produits phytosanitaires, etc. Mais l'exemple que je veux citer, après un cyclone,
où l'État français décide de donner de l'argent, des financements aux planteurs qui ont subi le ravage de leur bananerie. Mais il y a deux moyens. Les grands planteurs ont l'argent directement, mais les petits planteurs ont des bons pour aller acheter des engrais et des produits pesticides, et des produits phytosanitaires entre les mains des grands de la caste, disons. Mais c'est quelque chose d'absolument ahurissant qui a eu lieu. Alors, honnêtement, je ne sais pas si ça s'est renouvelé par la suite, mais nous avions à l'époque fait un article dans notre journal pour dénoncer cette affaire-là. Donc, je prends cet exemple pour montrer la collusion et le fait qu'il n'y a pas de famille de planteurs. Il y a les grands planteurs et il y a les petits. J'ai parlé de la puissance économique, mais le mode même d'organisation de l'agriculture en Martinique est fait pour assurer l'intérêt des grands planteurs et du pouvoir colonial, des colonialistes français, au détriment des petits producteurs. La question de la monoculture. Alors, la monoculture, c'est un produit destiné à l'exportation pour satisfaire les besoins de l'État colonial. On a besoin de desserts pour nos familles, les gens aiment la banane, donc il faut faire de la banane. Avant, on avait besoin de sucre, la monoculture, c'était le sucre. Quand on a commencé à faire du sucre de betterave, on a coulé l'industrie sucrière. Donc, les monocultures, toujours est faite sous l'égide de la caste dominante, ne vise qu'à satisfaire ces intérêts-là. Et jamais les intérêts du peuple martiniquais et des petits producteurs. D'ailleurs, parlons de la monoculture de banane, tous les anciens savent qu'auparavant, ce qui était dominant, c'est la production de bananes par les petits paysans martiniquais qui travaillaient avec leur famille, avec quelques ouvriers du quartier, qui allaient déposer les régimes au bord de route, et puis que les bâchers ramassaient pour aller porter chez les docks. Et puis à partir du moment où les subventions européennes ont constitué des masses de profit, eh bien la monoculture s'est transformée en propriété de quelques grands planteurs de bananes qui par ailleurs détiennent toutes les filières économiques parallèles qui permettent le développement de cette monoculture. Et puis les petits planteurs sont devenus, comme on le voit aujourd'hui, des otages et des victimes économiques du développement des monocultures. Donc, ça c'est la preuve même que les intérêts sont contradictoires et qu'il ne s'agit pas de famille de planteurs de la banane. Mais une chose différencie ces grands planteurs et les paysans martiniquais, au-delà de cette seule question de la monoculture, c'est que depuis le début de l'histoire du peuple martiniquais, les petits agriculteurs ont une activité tournée vers la satisfaction des besoins du peuple martiniquais en matière de nourriture. C'est dachine, c'est yam, c'est ce que les gens consommaient qu'ils faisaient et qui permettait aux gens de survivre dès le départ. Et rappelons-nous que c'est grâce aux petits paysans, aux petits planteurs, aux petits agriculteurs qu'on les appelait à l'époque, que la population a pu survivre. On parle de la misère en temps Robert, mais si on n'a pas éliminé, c'est parce qu'il y avait ces gens-là qui plantaient et qui faisaient du troc avec les marins pêcheurs. Ce ne sont pas les grands propriétaires de la caste qui ont permis au peuple de vivre. Au contraire. Ils étaient du côté. Au contraire. On a parlé de la collusion avec l'État français. L'amiral Robert, qui est un fasciste ici, réquisitionnait les produits agricoles, les bœufs que les gens élevaient pour nourrir ces soldats, pour nourrir les blancs aisés qui étaient en Martinique, au détriment des populations. Mais si malgré tout, les gens ont pu survivre dans des conditions très difficiles, c'est grâce à cela et à personne d'autre. Donc on voit que historiquement, nous avons une dette vis-à-vis des paysans, des petits paysans martiniquais
Et aujourd'hui, ce qui est important à noter, c'est qu'on veut éliminer la production locale, la production endogène, le peu qu'il reste entre les mains des Martiniquais, des paysans, de ceux qui ne font pas partie de la caste. Par exemple, on parle de la diversification. Alors, maintenant, tout le monde, y compris la caste, le pouvoir colonial, il faut diversifier, il faut diversifier. Donc, on va commencer à mettre une part plus importante des fonds européens pour financer la diversification, c'est-à-dire la production de produits destinés à la consommation locale, etc. Sauf que les maîtres de la caste s'organisent pour manger ces subventions-là, comme ils se sont organisés pour manger les subventions de la banane et retirer la production d'entre les mains des paysans martiniquais. Donc aujourd'hui, ils investissent dans la diversification. Un responsable du collectif des ouvriers agricoles disait dans une réunion, il ne peut y avoir de diversification véritable sans diversité. Ça veut dire qu'il ne faut plus que ce soit la caste qui dirige cela. Et donc, il faut organiser une diversification, principalement, sinon exclusivement, par l'action des petits planteurs. On va revenir sur cela à la fin de ce thème. Donc, ils essaient de capter la diversification. Mais les normes européennes visent à tuer l'économie locale. Nous entendions cette semaine-là, avant Noël, des vétérinaires parler. Donc, pour des questions de santé, de sécurité, il est interdit de commercialiser la viande du porc que vous avez tué, que vous avez élevé chez vous, parce que non, c'est pour la famille seulement, et vous serez condamné, vous aurez des amendes à payer si on voit que vous avez tué un cochon, que vous avez vendu, etc. Mais enfin, l'économie domestique, l'économie familiale, c'est ce qui a permis à notre peuple de vivre, de répondre aux exactions de l'exploitation coloniale. Ah, maintenant, vous n'avez pas le droit d'avoir un mouton s'il n'a pas un anneau à l'oreille. Vous n'avez pas le droit de tuer un bœuf, etc., sous prétexte de sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas garanti, parce que c'est contrôlé par l'État et les grandes multinationales. Cette semaine encore, on retire des produits alimentaires de supermarchés parce qu'ils sont contaminés. Et on connaît la corruption, les crimes qui sont commis parce qu'il y a collusion entre les multinationales, les grandes exploitations et le peuple martinique, enfin les peuples en général. La semaine dernière, on a bloqué du riz sur un port en Guadeloupe parce qu'il est contaminé aux pesticides. Ce riz-là vient de l'Inde. Fongicides. Des fongicides. Il vient de l'Inde. Donc, la superstructure étatique ne garantit pas une meilleure protection sanitaire. Au contraire, avec les scandales de la vache folle, etc., on a vu qu'on n'était pas à l'abri. Cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas y avoir un bœuf, un porc contaminé, mais ça ne peut être que minoritaire dans le cas du travail fait par les familles qui élèvent en général dans des conditions sanitaires plus intéressantes, ou quand vous étinez bail, etc. Non, la solution pour éviter que dans le cas des exploitations familiales, il y ait des problèmes sanitaires, qu'il y ait des corps qui passent vérifier, faire des sondages, etc., pour aider ceux qui auraient des problèmes sanitaires à les régler, sachant que cela est indispensable au développement économique de la Martinique. Donc, c'est une escroquerie d'obliger des gens à utiliser des normes, à appliquer des normes qui affament la population, qui tuent leurs possibilités économiques, pour qu'ils consomment des produits importés dont on n'est absolument pas sûr. Rappelons-nous le rôle que jouait l'élevage domestique dans d'autres pays. Combien de familles ont pu envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils avaient leur bœuf qu'ils pouvaient tuer au moment où ils avaient besoin
de la rentrée, de financer la rentrée, ou des événements comme baptême, mariage, etc. Du jour au lendemain, le pouvoir colonial dit, vous n'avez pas le droit de faire, vous n'avez pas le droit de vendre un porc, vous pouvez le manger, donc ce n'est pas un problème de sanitaire. Mais vous n'avez pas le droit de vendre pour les gens du quartier. Vous n'avez pas le droit de commercialiser pour avoir un petit argent pour développer avec l'animal que vous avez élevé. Ce n'est pas un problème sanitaire parce que vous aurez empêché de manger vous-même. Mais on vous dit mangez-le, mais ne vendez pas. Donc on veut tuer la production locale. On veut tuer le développement économique endogène dans la Martinique pour rendre irréversible la domination coloniale. Et c'est ce que nous devons comprendre pour aider les planteurs à faire la transition et à recommencer à jouer le rôle qui sera salvateur pour notre pays. Alors, il y a maintenant là, chers petits planteurs, chers jeunes agriculteurs qui disent « nous sommes diplômés, nous n'avons pas de terre ». Il y a un piège qui se déroule là. Parce qu'on veut monter ces gens-là contre les Martiniquais qui ont un petit bout de terre. Un ancien paysan qui n'exploite plus sa terre, c'est eux qui sont coupables que les jeunes agriculteurs ne puissent pas travailler. Et puis les milliers d'hectares qui sont possédés par la caste, qui ne sont pas exploités, les milliers d'hectares qui sont occupés par l'État colonial français, on n'en parle pas. Mais c'est là qu'on devrait dire, nous faisons un plan global dans le cadre des réparations pour faire que tout jeune agriculteur puisse disposer de terre pour pouvoir se développer. Mais pas persécuter des gens pour de justes raisons refusent de louer leur terre à des jeunes agriculteurs parce qu'ils ont été trompés, parce qu'ils n'ont pas de garantie, parce qu'ils pensent qu'il faudra qu'ils laissent, même s'il y a des aspects pervers dans ça, des espaces pour que leurs héritiers puissent se loger, etc. Encore une fois, manipulation de propagande pour empêcher et que le peuple n'accède au véritable développement. Alors, ce qui dit que nous avons une lutte à mener contre cette réalité, et les petits paysans martiniquais, nous devons leur être reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà fait pour le pays. Nous devons les soutenir dans leur lutte pour que leurs intérêts soient défendus dans l'économie actuelle. Mais nous devons surtout les accompagner pour une transition vers un développement autocentré. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas abandonner du jour au lendemain la spéculation bananière, mais qu'il y ait un plan entre nous, peuple martiniquais, pour qu'ils transforment petit à petit leur exploitation, je n'aime pas le mot, leur travail agricole, et en base pour assurer la nourriture du peuple. Vous avez vu que cette Noël-là, nous avons manqué d'igname et autre chose, de groseilles et autre chose, de porcs locaux, etc. Donc, il faut... D'œufs, oui, il faut qu'on accompagne, dans le cadre d'association, les petits planteurs, pour que petit à petit, ils substituent la production bananière mortifère, et à cette production-là qu'ils substituent un plan de développement agricole. Le peuple martiniquais est en attente. Nous l'avons vu, comment il marche au mana, comment il veut des produits locaux. Mais il faut organiser cela, notamment à l'intérieur de circuits courts dans les quartiers, de relations producteurs-consommateurs directs, pour contourner la caste et ses supermarchés. Donc c'est ce travail-là que nous avons à faire. Et je ne serai pas plus long sur ce point. Je veux passer au deuxième point d'actualité qui concerne donc l'international et la loi sur l'immigration votée par le Parlement français. Donc, le Parlement a approuvé une loi, 349 voix pour, 186 voix contre, sur 573 votants. Cette loi-là a connu un parcours chaotique. Parce qu'au départ, le gouvernement macroniste a présenté un projet qui était déjà mauvais, anti-immigré, mais ce projet-là a été rejeté par le Parlement.
évidemment, l'architecture a été bouleversée. Le plan de Macron a été arrêté. Mais il a rebondi en disant, je mets sur place une commission mixte paritaire, 9 représentants du Sénat, 9 du Parlement, des députés, de la Chambre des députés, et ils vont refaire un projet qui sera voté au Parlement, et là, la loi va passer. Sauf que la commission est composée de gens majoritairement de droite, et qu'elle reprend un projet qui avait été proposé par le Sénat et qui est encore plus réactionnaire que celui que Macron proposait. Parce qu'il reprend les idées du Rassemblement national, des idées xénophobes, des idées absolument anti-humaines. Ce qui fait que la loi est votée. Elle est votée avec les voix de la droite, mais elle n'aurait pas pu passer si elle n'avait pas le soutien du Rassemblement national, donc des fascistes, qui est contente de voter cette loi, puisque ces idées sont reprises. Et donc, on a maintenant une loi scélérate, d'essence fasciste, qui va tenter de s'imposer en France. Alors, ils sont conscients, Macron l'a dit, que le Conseil d'État peut rejeter, la Cour constitutionnelle peut rejeter certains amendements les plus dangereux qui sont contre la Constitution, mais le problème n'est pas là, c'est la politique de toute façon qui sera appliquée, qui est une politique xénophobe, une politique qui est scélérate vis-à-vis des êtres humains que sont les immigrés. Alors, que dit cette loi? Elle dit, par exemple, qu'on va régulariser les travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Ça veut dire que les préfets, pas des organes démocratiques, les préfets auront le pouvoir discrétionnaire d'accorder au nom des titres de séjour. Il s'agira d'un titre de 1 an délivré au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et exercé une activité salariée durant au moins 12 mois sur les 24 derniers mois. Ça veut dire que ce n'est pas des sans-papiers, des illégaux qui sont visés. C'est des gens qui sont en situation, qui sont dans un parcours d'insertion. Si on ne peut pas les utiliser dans un métier où on a besoin d'eux, eh bien, ils sont jetés dans la précarité. Et même quand on les accepte, c'est pour des durées d'un an. Donc, une loi visant à précariser des gens qui sont en parcours de réinsertion et qui sont utiles à l'économie. Mais c'est une façon de les précariser. On instaure des quotas migratoires. Alors, chaque année, le Parlement voterait pour des périodes de 3 ans le nombre d'immigrés qu'on accepte, en fonction des besoins du pays colonialiste, et non pas en fonction de la situation des gens et des lois internationales qui gèrent les flux d'immigration. Donc, regroupement quota migratoire, et puis, en même temps, on rend plus difficile le regroupement familial des gens qui sont en situation régulière. Ça veut dire que au début, on pouvait demander le retour de sa famille au bout de 18 mois, on va mettre ça à 24 mois, et on va exiger que les gens aient des ressources stables et régulières suffisantes pour qu'ils puissent disposer d'une assurance maladie. Ainsi, nous avons des gens qui paient des cotisations, qui travaillent, qui sont en situation régulière, mais il y aura des difficultés pour qu'ils puissent accéder à l'assurance maladie. Il faudra qu'il y ait un certain nombre de temps. C'est une discrimination d'essence xénophobe. Ensuite, les allocations familiales, il faudra 5 ans de présence, je parle de gens en situation régulière, sur le territoire pour bénéficier de ces allocations. Alors, évidemment, ils n'auront pas le droit opposable au logement, à l'allocation personnalisée d'autonomie. Il faudra un délai de 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas et de 30 mois pour les autres. On va passer également à cette disposition du texte qui prévoit une restriction de l'accès au titre de séjour. Étranger malade. Quand on a un droit d'accéder pour se faire soigner quand on est malade. Alors, sauf exception,
ce droit ne pourra être accordé que s'il n'y a pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Allez voir comment vous allez vérifier ça. Bon, et une prise en charge par l'assurance maladie sera exclue si le demandeur a des ressources jugées insuffisantes. Mais c'est criminel. Alors, on ajoute que le délit de séjour irrégulier est rétabli. Hein? L'expulsion sera facilitée à l'encontre des migrants condamnés pour des délits ou des crimes punis de 3 ans de prison. Cela concerne, par exemple, les cas de violence intrafamiliale ou des violences contre les élus, avec des amendes de 3 750 €. Alors, on sait que les gens manipulés, aliénés, sortent. Ah oui, mais si vous regardez les délinquant, il dit doit, veuillez y aller. Non! Vous avez des gens, il y a des lois qui disent violence conjugale, tant de prison, tant de ceci, tant d'amende. C'est valable pour tous les êtres humains du territoire. Introduire l'idée que parce que vous êtes d'origine d'étranger, on va mettre une double peine en vous renvoyant dans un pays où parfois vous n'avez plus d'attache, c'est une discrimination. La loi doit être intransigeante, mais pour tous et également. Donc, voilà la loi fasciste qu'il nous prépare. Le droit du sol, quand vous étiez né, quand un enfant naissait sur le territoire, il obtenait la nationalité. Maintenant, il faudra attendre entre 16 et 18 ans pour qu'il fasse une demande qui pourra être refusée si on estime que dans sa jeunesse, il a eu des attitudes, il a envoyé un caillou, par exemple, avec une dizaine de Français contre des gendarmes qui tiraient avec des flashballs. Donc, c'est une discrimination qu'on fait en supprimant le droit du sol. Alors, je veux aller assez rapidement, puisqu'il nous reste que 5 minutes. Cela pose la question du fascisme qui se développe au niveau international. En France, ce qui se fait là, c'est que les idées prônées par le Front National sont reprises par des gens, non pas parce que seulement pour des questions électoralistes, hein, pour faire des voix, prendre les voix du Front National, c'est pas ça. C'est parce que la société française a besoin de se fasciser et se fascise de tous les aspects de la vie. Rappelez-vous ces manifestations immenses contre le sabotage des retraites. Les sondages qui disent 75% des Français ne veulent pas. Et puis on impose ça par un coup de 49.3. Où est la démocratie dans tout ça? Rappelez-vous les coups de flashball qui éborgnaient des dizaines de gens, gilets jaunes parce qu'ils demandaient des revendications tout à fait démocratiques et pacifiquement. Rappelez-vous également le traitement violent, scélérat qui a été fait contre des militants écologistes qui luttaient contre la captation des eaux par les grandes bassines qui anéantissaient la vie de plusieurs agriculteurs et des villages entiers. Donc c'est ça, c'est le fascisme. Rappelez-vous les lois qui sont en train d'être votées, et ça ne concerne pas tout ce que je viens de dire, les immigrés, ça concerne le peuple français. Ces lois qui sont votées pour donner des condamnations aux travaux d'intérêt général, des amendes à des parents si un de leurs enfants a fait une bêtise. On avait déjà parlé de les expulser des HLM si un enfant fait une bêtise. Parents, vous savez comment c'est difficile d'élever des enfants quand vous n'avez pas les moyens économiques, quand on détruit les associations culturelles, quand on leur donne dans la télé des incitations au banditisme, quand on vous empêche de les éduquer sévèrement, et puis on va vous donner des amendes et des travaux d'intérêt généraux, mais ça ne concerne pas les immigrés, ça concerne tous les Français, ça nous concerne, puisque nous sommes colonisés. C'est une dynamique de fascisation en France, mais c'est une dynamique de fascisation internationale. Les gouvernements ont été missionnés par les multinationales pour se préparer, d'une part, à la guerre interimpérialiste. On a commencé avec la Russie, mais on va attaquer la Chine. Donc il faut museler le peuple pour qu'il accepte la politique de guerre. Mais d'autre part, pour se préparer à la guerre contre les peuples. Parce que les multinationales savent que partout les peuples prennent conscience et se révoltent. Donc il faut fasciser les sociétés pour qu'elles ne puissent pas, que les gens ne puissent pas se réunir, ne puissent pas manifester. Et des dispositions sont prises. On installe, grâce aux médias, qu'on contrôle des fascistes
Alors on dit des présidents fantasques. Mais quand on a un Trump aux États-Unis, quand on a un Milley en Argentine, quand on a un maréchal Sisi en Égypte, quand on a un Erdogan en Turquie, ça veut dire qu'on met à la tête de tous les pays des fascistes, des gens qui sont adeptes de la répression. Et on favorise l'arrivée dans les institutions de l'extrême droite à la tête. Je me souviens, la première fois où il y a eu un ministre en Autriche qui était d'extrême droite, tout le monde dénonçait ça. Tous les pays ont pris des résolutions, interdisaient des réunions, etc. Aujourd'hui, ils sont partout. Rappelez-vous que en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Finlande, aux Pays-Bas, au Danemark, en Italie, l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Partout, ils sont là. Et quand ils ne sont pas encore au pouvoir, ils sont en train d'y arriver comme le Rassemblement national qui se développe en France. Parce que le système a besoin de cette fascisation. Et vous me direz, oui, mais je ne parle pas de la Russie, de la Corée, de l'Iran, je suis contre les Occidentaux. Il y a également des problèmes de liberté dans tous ces pays-là. Dans ces pays-là, nous soutenons aussi les résistances pour développer un pouvoir populaire. Mais nous nous arrêtons sur l'hégémonie des Occidentaux qui se préparent à la guerre et qui aura une incidence sur notre propre pays. Conséquence de la guerre. Alors oui, nous soutenons les mouvements populaires contre les mollahs iraniens qui oppriment les femmes, contre tout ce qui peut être oppression sur les peuples, il n'y a aucun problème. Mais les guerres anti-impérialistes, nous les dénonçons, mais pour l'instant, nous luttons dans le boudin de l'impérialisme qui nous opprime. Donc voilà ce que je voulais dire, que cette loi d'immigration, c'est la manifestation de la fascisation et qu'il y a urgence à ce que nous nous organisions pour lutter, pour nous préparer à construire des alternatives. Jingle. Alors, nous aurons une émission complémentaire de déconstruction que vous retrouverez en deuxième partie.